Un podcast réalisé par Louis Aucoin dans le cadre de la résidence Vivre le Bourg à Champagnac-le-Vieux. Bonjour. On a été vu. J'arrive. Est-ce que je veux me permettre avant Oui. je fais un petit projet photo où je prends en photo les habitants dans leur cuisine. Ben, elle est là, ma cousine elle est un peu embarrassée, mais enfin elle est là. On peut se permettre avant d'y aller? Bien sûr, oui. Génial. Allez-y, allez-y. Et un peu de soupe. C'est ce que j'aime. Voilà. On va Allez-y. profiter de la lumière. Donc je vais me mettre, Ouais. je vais me mettre là-bas. Ah non, bah faut que vous soyez Ah dans mais le faut que cadre. je sois dans la cuisine. Ah bah... N'hésitez pas à avancer un peu sur les carreaux du milieu. Vous allez poser, ça va, vous allez pas Ah être mais en faut que train- je pose. carrément. Exactement, Ah, ouais, ouais. ah. Regardez un peu la porte. Ouais, Je regarde de ce côté. regardez peut-être, plutôt hein. ici, c'est ça. Là. Parce qu'il y a de la lumière. Moi je suis pas très photogénique. Bah, vous posez bien. Ah Je veux non, dire, non, non, qu'est-ce je qu'il trouve que y a c'est de- pas terrible. Hein. Bah, Non, alors, Si la- j'ai si- l'impression d'être vraiment... la star du village. Ouais, non, pas la star, mais enfin vraiment là, ça doit pas être terrible. Ce qui En fait- général, je c'est suis pas terrible sur les photos. Mais ça serait la faute du photographe, pas de celui qui est Ah pas bon, photo. parfait. Donc si vous ne l'êtes pas, ça sera de ma faute. C'est bien dit. Vous êtes prêts pour l'école? Eh ben, je suis prête pour l'école, on va y aller. Super. Mon masque. Qu'est-ce qu'on va faire là alors? On s'en va où? À l'école? L'école Ouais. Pour vous faire interviewer? Ben oui, oui, Pas oui. trop peur? Il paraît. Pas du tout. Vous l'avez déjà fait? Non. Il m'avait interviewé une fois pour la bibliothèque. Parce que les enfants de l'école avaient fait un petit journal. Écrit? Avec, avec la bibliothèque, l'entracte, je crois la boulangerie, voilà, un D'accord. peu les métiers du pays. Mais moi, je voudrais que vous me disiez un peu, parce que vous êtes là pour la rénovation du bourg. C'est ça? Alors, Un peu de rénovation, un peu de... on est là surtout pour imaginer avec les habitants qu'est-ce qu'on peut faire pour le bourg. pour améliorer. Pour le bourg. On a directement, nous, on va pas Mais, réhabiliter, on va réhabiliter. Enfin, s'il y a des choses à réhabiliter, il faut les imaginer avec vous, Ouais. avec les habitants de manière générale. Ouais. À Voir ce que travers, les habitants pensent, ce que les gens veulent faire du village. Voilà. Est-ce que sinon on aurait pu faire plus classiquement? On vient avec des idées, on met un parking là. Ben voilà, moi je pense, m'attendais à ça. Et est-ce que c'est pas plus Et est-ce intéressant que vous avez eu des idées déjà? Bah. Est-ce qu'on vous a donné des idées? Ah, il y avait que ça. Enfin, Pour on le a- bourg, pour On ce qu'il faut n'avait faire. pas besoin ce qu'il d'en faut- amener parce que tout était là. Ah. Et donc on est Les, un peu... les gens en ont parlé, énormément. Ouais. Voilà, on vient nous attendre. Et les enfants, alors, c'est pour les faire participer. Et bah pour Pour aussi faire avoir leur avis, participer. parce qu'eux aussi c'est des habitants du village, Ouais. et pour qu'ils nous aident pour participer à toutes les créations qu'il y aura, parce qu'il y aura aussi un petit podcast, petite émission radio qu'on va faire avec eux. Et Ah, donc d'accord. ça sera aussi diffusé samedi et sur le site internet. Ah, d'accord, ok, ça marche. Ah, Bah oui, si j'ai ça. Si vous voulez, on vient pas. vous êtes bien installés. Hein. Qui c'est qui s'en occupe aujourd'hui de l'interview? Alors maintenant vous savez faire, je vous laisse faire. On fait rien. Alors venez voir les enfants. C'est différent qu'hier, je vous montre plein de façons de prendre le son. Vous voyez, il y a des bandes qui bougent. Et ça, c'est le son qui s'enregistre. Quand le son il vient dans le jaune et dans le rouge, ça veut dire qu'il sature, il grésille. Et du coup, on ne pourra pas utiliser le son, ça ne sera pas un bon son. Donc là, on va poser une question à Mireille pour voir comment le son enregistre. Si on voit du rouge, vous allez me dire, il va falloir faire quelque chose que je vous expliquerai après. Ok? Donc qu'est-ce que tu as mangé ce matin, Mireille? J'ai pas rouge. 2 morceaux de brioche.
Vous avez vu du rouge. Ah Et dès oui. qu'il y a du rouge, le son, il est acheté à la poubelle. C'est que je parle trop fort. Non, c'est que le micro est trop sensible, il enregistre trop fort. Alors le micro, il est où? Donc ce qu'on fait, c'est qu'on baisse en bas, là. Je baisse sur l'écran, et là, si Mireille, elle part, Oui. la météo cette semaine, comment elle est? Oh là là, terrible. J'espère que la semaine prochaine, vous aurez meilleur. Hein. Et vous voyez, là, c'est resté dans le vert. Donc là, ça veut dire que le niveau est bon. Donc on peut commencer l'enregistrement comme ça. Et maintenant, les intervieweurs commencent. La feuille est là. T'hésites pas. Bah, on fait dans la Alors, comment vous vous appelez? Eh ben, je m'appelle Mireille. Mireille Tavernier. Tu veux savoir mon nom aussi? Pouviez-vous J'interviens tout de suite. Qu'est-ce qu'on a dit hier? faut rajouter des questions? On n'hésite pas. Là, elle vous a même proposé d'en dire plus. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez même pas répondu et vous avez commencé à lire la deuxième. L'idée, c'est la feuille. Ok. Quand vous n'avez plus rien à dire avec Mireille, vous regardez la feuille. Mais la feuille, il ne faut pas être fixé sur ça. Parce que vous êtes en train de parler avec quelqu'un. Et si moi, quand je parle avec vous, je regarde mon appareil photo, est-ce que c'est agréable? Non. Non. Hein. Donc là, on essaye de discuter avec Mireille. Ok? Ouais. Depuis combien de temps habitez-vous à Champagnac? Eh ben, moi, à Champagnac, j'y suis née. J'ai vécu toute ma petite enfance. Et après, je suis partie travailler à Clermont-Ferrand. Et je suis revenue à la retraite. Donc, il y a quelques temps que je suis là. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Marie-Paul Barre. Avant, je m'appelais Marie-Paul Roche. Depuis combien de temps vivez-vous ici? Oui, je vis à Champagnac depuis 65 ans. J'avais 18 mois quand je suis arrivée à Champagnac. Sinon, avant, j'habitais juste à côté, un petit village qui s'appelle Pau, la commune de Saint-Vert. Habitez-vous À Champagnac, Attends, oui. non. Oui, j'y habite maintenant. Hein. Depuis combien de temps travaillez-vous à la bibliothèque? Eh bien, 3 ans. Depuis 3 ans, parce que quand je travaillais, bon, c'était pas facile pour le faire. Et depuis 3 ans que je suis à Champagnac, je peux y aller tous les vendredis ou un jour dans la semaine quand il y a besoin de faire quelque chose. Où allez-vous à l'école avant? J'allais à l'école de Champagnac, d'abord à l'école privée qui était dans le centre du village, et puis après je suis venue à l'école publique. J'ai beaucoup aimé l'école publique, c'était d'ailleurs ma salle de classe, oui. Elle a changé un petit peu, mais c'était exactement cette classe. Par exemple. Oui, on était beaucoup plus nombreux, hein. Il y avait beaucoup plus de tables, oui. Mais oui, c'était, je pense, les mêmes tables, oui. Ça, je ne me souviens pas vraiment, mais je pense que c'était les mêmes tables, oui. J'étais toujours frappée par les grandes fenêtres. Elles sont vraiment très, très hautes, ça me frappait, mais oui. Je pense que les plafonds étaient un petit peu rabaissés, oui. Mais sinon, oui, tout était comme ça. Le parquet, oui, était le même, oui. Où habitiez-vous? Où habitiez-vous? Avant, à Clermont-Ferrand. Oui, non, mais maintenant. Et j'habite à Champagnac. Oui, non, mais où à Champagnac? Ou à Champagnac, vers la boulangerie. Il y a une petite impasse et à la boulangerie, là, tu vois, en dessous. Et avant, j'habitais sur la place. Je suis née sur la place. Enfin, pas sur la place, hein, dans la maison de la place. Tu sais où est l'entracte? Le bar l'entracte. Et ben voilà, je suis née là. Et j'habitais là. Je suis restée toute mon enfance là, dans cette maison. Après, quand tu es à la retraite, il ne faut pas rester chez soi. Il faut sortir, il faut faire des occupations. Donc, j'aime bien aller à la bibliothèque. Vous aimez pas lire? Si vous aimez bien lire, vous aimez bien venir à la bibliothèque aussi. Qui vous envoie les livres? Qui nous envoie les livres? Mais on en achète à la bibliothèque. On en achète dans les bibliothèques. On va à Clermont-Ferrand, on va sur Brioude. On va dans les librairies, pas les bibliothèques, on va dans des librairies. On achète des livres. Et comme il y a plusieurs bibliothèques, parce qu'on dépend de la Comcom. C'est aux communautés. Donc il y a un réseau de bibliothèques. Il y a une bibliothèque à Azra, pas Azra.
Il y a une bibliothèque à Saint-Hilaire, il y en a une à Ozon, il y en a une un peu partout. Et on se passe les livres après. Parce que ça revient très cher d'acheter des livres. On a un budget par an pour acheter des livres. Et après, le reste de l'année, on se passe les livres pour... voilà. Allez-vous au marché ou à la boulangerie? Oui, bien sûr, je vais à la boulangerie, puis c'est pratique, j'habite à côté, juste à côté, oui. Qu'est-ce que vous preniez? J'achète des pâtisseries parce que j'ai beaucoup de gourmands à la maison et j'achète très souvent des pâtisseries et puis le pain tous les jours, oui. J'aime bien le pain du boulanger de Champagnac, oui. Il fait un pain aux céréales qui est très bon. Et au marché? Et au marché, je vais chez le fromager, et puis les fruits et légumes. Quand ils viennent, voilà, surtout. Oui, on n'a pas beaucoup d'autres commerçants. Hein. Les deux fromagers, oui, et puis le primeur, donc, oui, pour les fruits et légumes. Pourquoi aimez-vous les livres? Parce que j'aime les histoires. Les histoires, les livres, ça fait voyager. Hein. Quand tu restes à Champagnac, si tu veux voyager, tu lis un livre. Surtout à l'heure qu'on ne peut pas voyager. C'est un Nougaro, si vous connaissez. Ah oui. C'est trop beau. Vous connaissez? La nuit tombe sur le village. J'appelle le Cupidon. Le Cupidon me montre du doigt les deux amoureux. C'était un des derniers jours d'automne. Le bûcheron sortait du bois en se disant que peut-être d'ici une semaine ou deux maximum, la neige tomberait et le pays changerait de peau. Et ce jour-là, le fagot sur les épaules, il était content, il sufflotait parce qu'il avait coupé une de ses bûches de bois odorant. Et là, celui-là, je vais me le garder. C'est pour l'entrée de l'hiver, avoir une flambée de ce bois odorant, c'était comme un bon signe. Puis voilà qu'il sort du bois, sifflotant, tranquillement. Il a encore l'immense plateau à traverser pour rentrer chez lui, quand tout d'un coup, petit quelque chose qui lui tire l'œil au loin. Alors il s'arrête, il regarde, et là, il se met à sourire encore plus parce qu'il sait ce que c'est. C'est un point qui se déplace comme ça. Un zig, un zag, un zig, un zag, et tout de suite il comprend, il se dit c'est un lièvre. Alors si je peux attraper ce lièvre, en plus du fagot de bois odorant, c'est vraiment un bon signe que l'hiver sera clément. Pose le fagot, calcule le nombre de zig et de zag, histoire de se mettre à l'endroit où le lièvre va arriver à ses pieds. Et au moment où il va lui sauter dessus, parce que le lièvre passe du zig au zag, quoi, mais il le laisse partir. Il le laisse partir, parce que ce n'est pas un lièvre, c'est une lièvre. Et elle a le ventre plein de petits levreaux, donc lui il n'est pas fou, il se dit qu'il va les laisser passer. L'année prochaine, il y en aura plein, la prairie, ils seront sûrement dodus à souhait, là on pourra les manger. Il reprend le fagot sur les épaules, à ce moment-là, il y a un nuage qui amène un premier flocon de neige. Ah, il se dit, l'hiver s'installe plus vite que prévu. Alors il accélère le pas, il n'a pas envie de se retrouver dans une tourmente, peut-être juste provisoire, mais enfin, il a quand même 2 ou 3 bonnes heures de route avant d'arriver chez lui, de chemin. Il accélère le pas et il n'a pas fait 100 pas que la lièvre se plante devant lui, au milieu du chemin. Ça l'interloque. Il regarde cette petite bête comme 3 pommes de châtaigne, qui a pointé les oreilles vers lui et qui lui parle en langage humain. Bon, je ne sais pas si t'es arrivé de te faire interpeller par une lièvre, moi en tout cas pas. Mais l'homme regarde cette petite bête, et la bête lui dit, écoute l'homme, je sais que ça t'étonne qu'une bête s'adresse à toi dans ta langue, mais nécessité fait loi. Je vois que tu as un couteau, et j'aurais besoin que tu me déterres une racine de plante qui va me servir à guérir mon homme. Il est malade. Et l'homme, complètement hypnotisé, suit la lièvre qui lui montre une plante à 3 pas du chemin, sort le couteau, déterre à la racine, et la lièvre, entre les dents,
juste un petit coucou avec les oreilles pour dire au revoir et merci, elle disparaît. L'homme se dit, attends, ou je viens d'avoir des visions, ou je suis victime d'un sortilège. Je regarde tout autour, il n'y a personne. Je remets le fagot sur ses épaules, il s'en va, et je dis, une histoire comme ça, j'en parle à personne. Ça on va me prendre pour un fou. Et puis, au moment où encore il a fait la moitié du chemin, quand la neige commence à tomber, cette fois drue. Et à ce moment-là, il aperçoit une silhouette. Une silhouette, mais qui s'en va dans une mauvaise direction, on le connaît, c'est dangereux, il y a eu des effondrements. Si la personne ne connaît pas, elle peut se tuer, donc il l'appelle. Et il voit revenir un vieil homme, mais si vieux qu'il en est tout étonné. C'est pas possible d'être aussi vieux comme ça, dans un manteau effiloché, un chapeau troué, mité. Et il dit au vieux, mais ça, c'est pas le bon chemin. Et là, tu vas vers ta mort. Alors, si tu veux, avec le temps qu'il fait, tu viens avec moi jusqu'à la maison et il y aura toujours un bon feu, puis un repas en attendant que le temps s'améliore. Et le vieux se met à sourire, mais d'un sourire extraordinaire. Il lui dit, c'est bien que tu m'as interpellé, j'étais un peu perdu dans mon monde. En fait, c'est toi que je cherchais. Je pensais qu'on se rencontrerait. Le bûcheron est tout étonné. Il dit, tu me cherchais, mais pourquoi? Tu as besoin de bois. Et l'autre, il dit, non. Tu as rendu service à ma fille, et même si ce n'est pas dans mes habitudes de faire du donnant-donnant, j'avais envie de te rendre un petit service. Le bûcheron éclate de rire en disant, non, l'homme, tu vas te tromper, moi j'ai croisé aucune fille, je m'en serais souvenu. Et le vieux lui explique en fait que la lièvre est sa fille, que lui c'est l'esprit de la montagne. Et comme il a rendu service à sa fille, en dépit de son étonnement, il va lui rendre service aussi. Et il lui raconte une histoire. Il lui dit, quand tu reviendras l'année prochaine, quand tu sortiras des bois, que tu passeras par le même chemin, tu trouveras à l'endroit où tu as déterré la racine, une autre plante qui ressemble, et puis bien d'autres tout autour. Tu les laisseras grandir. Tu les admireras, tu passeras à côté, tu les salueras. Et à l'automne, presque à un moment comme aujourd'hui, là, tu ramasseras la racine. Et je suis certain que cette plante que tu auras admirée tout l'été, que tu auras vu grandir, sa rosette de feuilles, et puis cette hampe, et puis ses fleurs, un bouquet jaune magnifique comme le soleil, tu sauras quoi en faire. Et à ce moment-là, le vent, la neige se met à tourbillonner tant que le bûcheron met ses mains devant ses yeux. Et quand le vent s'en va jouer ailleurs, il est tout seul, il n'y a plus personne. Alors cette fois, il se dit ça, j'en parle vraiment à personne. Il rentre chez lui, et tout l'hiver, il grommelle. Sa femme essaye de lui faire dire ce qui se passe. Elle le trouve un peu bizarre, mais l'homme dit c'est rien. Des brumes. Arrive le printemps suivant. L'homme a eu l'impression d'avoir oublié cette histoire, cette rencontre. Puis, c'est en passant sur le chemin qu'au moment où il arrive à l'endroit où il a rendu service à la lièvre, il ne peut pas s'empêcher de regarder autour de lui, puis il voit une petite plante qu'il ne connaît pas. Et à partir de ce jour-là, cette plante, il va la voir grandir. D'abord cette rosette de feuilles, puis la tige qui va monter. Les fleurs jaunes comme un soleil. Et les feuilles, il se rappellent bien ce qu'a dit le vieil homme. Elles sont comme un bol pour accueillir ce que tu peux boire. À l'automne, après avoir quand même bien regardé tout autour, histoire qu'il n'y ait pas quelqu'un en train de se moquer de lui, l'homme sort son couteau et détache la racine. Puis il se dit, la lèvre, elle disait que c'était pour soigner son homme malade. Ça doit être bon. Porte ça à ses lèvres. Elle recrache de suite, c'est d'une amertume terrible, mais vraiment à la limite du supportable. Mais au lieu de jeter la racine au loin, il la met dans son sac, dans sa biasse, puis rentre chez lui. Et dans l'hiver, à un moment où il est en train de réparer quelques outils au fond de sa maison, il y a quelqu'un qui frappe. Sa femme va ouvrir, lui regarde, il aperçoit un homme avec lequel sa femme est en train de débattre, et petit à petit il s'approche. Et il entend sa femme dire, non, monseigneur, il n'y a pas de médecin ici, vous devez vous tromper. Et quand l'homme voit arriver le bûcheron, il le regarde, il dit, c'est toi que je viens chercher. Et l'homme qui dit ça, c'est un homme en habit de grand seigneur qui tient des chevaux magnifiquement harnachés. Le bûcheron dit, mais pourquoi vous venez me chercher? Parce que tu vas soigner le roi.
Et je ne suis pas médecin, je ne connais rien, c'est à peine si tu viens de bon gré ou les soldats viendront te chercher, mais ce sera moins agréable. Et voilà le bûcheron qui se retrouve à cheval, lui qui est jamais monté sur une bête, et pendant 3 semaines, on marche, on court, on galope, on franchit des ruisseaux, des forêts, des montagnes, jusqu'au matin où, à leurs pieds, là-bas, il y a une plaine, et dans la plaine, un château. Plus ils approchent du château, plus les gens se courbent devant eux, on les laisse passer, bientôt une garde vient les encadrer, on les amène jusqu'au château, et là, on les emmène dans la dernière des chambres, tout en haut de la puissante tour. Et là, quand on ouvre la porte, le bûcheron, il voit un homme couché. Oh, tout de suite, il comprend que c'est le roi, effectivement. Et le roi a l'air en piteux état. Mais, à peine la porte ouverte, le roi ouvre un œil, le regarde et dit « C'est bien que tu sois venu, tu vas me guérir. » Mais avant que le bûcheron ait pu dire quelque chose, juste un petit mot comme ça, de toute façon, tu n'as pas le choix. Tu me guéris, tu deviens un médecin royal. Tu n'as plus à t'inquiéter, toi et ta famille, pour ta vie. Si tu ne me guéris pas, je te fais couper la tête. On regarde autour de lui, essaye de trouver des mots pour se sortir de ce mauvais pas. Il voit les gens armés, certains, les gardes qui le regardent quand même un peu de haut, c'est comme pauvre bûcheron. Et puis il fait ce geste qu'on a tous quand on ne sait pas quoi. Les mains, en tapant sur son vêtement, il sent la bosse de la racine qui a fini par se dessécher là. Et il lui vient une idée. Il demande à un serviteur une coupe et de l'eau de source pure. On va chercher la coupe, on va chercher l'eau de source, et l'homme met à macérer la racine. Et quand elle est bien imbibée d'eau, avec un pilot, il l'écrase, il en fait une bouillie. Et c'est cette bouillie que pendant 3 jours, il va donner au roi. Et le roi qui rit. Et pour une fois, c'est un roi qui tient sa parole. L'homme se retrouve de bûcheron médecin royal, il fait venir sa famille. Et pendant des années, des dizaines d'années, il va soigner tous ceux qui frappent à sa porte, qu'ils aient de l'argent ou qu'ils n'en aient pas. Mais c'est un bûcheron. L'histoire n'a pas dit son nom. Ce n'est qu'un simple homme au départ. Le roi, par contre, c'était un roi, puis comme tous les rois, ils sont des gens pour écrire leur histoire, l'embellir, en faire quelque chose qui passe les siècles. Donc on a gardé le nom du bûcheron, du roi. Le roi s'appelait Jansius. C'était le roi de l'Illyrie, un pays depuis disparu. Et de Jansius, le nom est passé à la plante, Jansius et Gentiane. Et c'est ainsi, dit-on, que la gentiane a été donnée à l'humanité. Après, on raconte aussi que son amertume est telle que si un jour vous avez l'impression que le monde est trop lourd à porter, si vos pas se font hésitants, sucez un bout de racine et laissez-la faire son œuvre. Bientôt, vous retrouverez le soleil de sa fleur, la puissance de sa racine pour assurer votre pas et le sourire éclatant de la plante dans les alpages. Et cric et crac, ou kunt et zakavat. Merci Patrick pour ce conte. Je vous laisse vous promener une dernière fois à Champagnac avec moi avant de nous quitter.
Là, nous sommes toujours à Champagnac-le-Vieux, dans une forêt de sapins. C'est un peu la seule chose qui pousse ici, parce qu'on est à 900 mètres d'altitude. Il y a un peu de mousse par terre, des branches cassées. C'est une parcelle qui n'est pas encore exploitée et coupée, comme beaucoup d'autres. Les arbres sont droits, ils sont prêts à se transformer en planches. Je suis là parce que Chantal, celle qui conduit le car scolaire en ce moment à Champagnac-le-Vieux, m'a dit qu'il y avait pas mal de biches, en tout cas qu'elle en avait vu beaucoup, juste derrière cette parcelle de bois, dans des prairies qui reçoivent le soleil couchant. Donc je suis là avec mon appareil photo, j'ai laissé filmer l'endroit. J'en ai déjà vu une tout à l'heure, mais j'étais un peu loin, donc j'espère qu'il y en aura une autre qui va apparaître. Là, je suis revenu à mon appareil photo qui prend un time-lapse du coucher de soleil. Donc toutes les 15 secondes, il prend une photo tout seul. Et si une biche arrive, moi je suis prêt à l'arrêter et à la filmer.